Combien de vérités une seule photographie peut-elle contenir? Un instantané, figé dans le temps, peut-il dissimuler un secret si lourd qu'il menace de briser des vies, de réécrire une histoire familiale entière? Regardez attentivement cette image. Nous sommes à Lyon, en France. À l'automne 1945. La guerre est terminée, la libération a eu lieu, mais les blessures de l'occupation sont encore à vif. La ville tente de se reconstruire, mais le deuil est un manteau lourd posé sur les épaules de chacun. Au centre de cette photographie, nous voyons Élise Fournier. Elle est l'image même de la douleur. Vêtue d'un noir impeccable, le visage ravagé par des larmes qui semblent ne jamais devoir s'arrêter, elle se tient sur le perron de sa belle maison bourgeoise, recevant les condoléances pour la perte soudaine de son mari, Marcel Fournier, un homme considéré comme un pilier de la petite communauté commerçante, un homme qui avait su naviguer les eaux troubles de la guerre. La douleur d'Élise est publique, elle est palpable, presque assourdissante. C'est elle que l'objectif a choisi de capturer, elle, la veuve tragique. Mais si vous détournez le regard d'Élise, juste un instant, regardez dans l'embrasure de la porte, presque entièrement avalée par l'ombre. Une autre femme se tient là. C'est Jeanne, la sœur cadette d'Élise. Elle ne pleure pas. Son visage est une énigme, un masque d'impassibilité qui tranche violemment avec le chagrin exubérant de sa sœur. Elle regarde la scène, mais son regard semble traverser les invités, fixé sur quelque chose que personne d'autre ne peut voir, un point lointain dans l'avenir ou un abîme dans le passé. Ce que cette photographie ne dit pas, ce que le grain sépia ne peut révéler, c'est le secret qui brûle derrière les yeux de Jeanne. Ce n'est pas seulement le deuil de son beau-frère qu'elle porte, c'est le poids d'une trahison dévastatrice. Car au moment précis où cet obturateur s'est fermé, capturant ce fragment de temps, Jeanne n'est pas seulement la sœur éplorée venue soutenir sa famille. Elle est la maîtresse de Marcel depuis 3 longues années. Et, plus terrible encore, elle est la seule personne dans cette foule endeuillée à savoir que le testament de Marcel, le document officiel caché dans un coffre-fort, ne laisse pas cette maison, ce symbole de statut et de sécurité, à sa femme, mais à elle, Jeanne, sa sœur et son amante. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas celle du deuil public d'Élise, mais celle du silence insoutenable de Jeanne. Les photographies comme celle-ci sont des capsules de temps, remplies d'histoires oubliées et de vérités tues. Notre mission, sur cette chaîne, est de donner une voix à ceux qui ont été laissés dans l'ombre, comme Jeanne, de révéler les sacrifices, les douleurs et les courages cachés derrière les apparences. Si vous croyez que chaque image a une leçon à nous apprendre, que les histoires de ces héros et héroïnes invisibles méritent d'être racontées, alors nous vous invitons à vous abonner dès maintenant et à aimer cette vidéo. Aidez-nous à continuer ce voyage dans le passé pour éclairer notre présent. Pour comprendre le poids du silence de Jeanne, il faut revenir en arrière, avant la guerre, avant le mensonge, avant que Marcel Fournier ne devienne le centre de leur univers. Élise et Jeanne, 2 sœurs que tout opposait, grandissant dans la banlieue ouvrière de Lyon, dans l'ombre des grands ateliers de soie. Élise, l'aînée de 5 ans, avait toujours été la beauté de la famille. Pragmatique, consciente de son apparence, elle avait un désir ardent de sécurité, une volonté farouche d'échapper à la précarité de leur enfance. Elle avait le sens des convenances, elle savait ce qu'on attendait d'une femme. Jeanne, elle, était l'ombre, plus silencieuse, plus observatrice, avec une passion pour les livres et une âme d'artiste qu'elle gardait soigneusement secrète. Elle vivait dans le sillage de sa sœur aînée, habituée à être celle qu'on remarquait en second, la sœur d'Élise. Elle était la confidente, celle à qui on ne prêtait pas attention, et par conséquent, celle qui voyait tout. Puis Marcel Fournier est entré dans leur vie. C'était en 1938. Il n'était pas un grand industriel, mais un commerçant prospère, propriétaire d'une boutique de tissus réputée dans le centre-ville. Il avait 10 ans de plus qu'Élise, un homme stable, charmant à sa manière, et surtout, il offrait la respectabilité et la sécurité matérielle qu'Élise recherchait désespérément. Le mariage fut rapide, une évidence pour tout le monde. Élise devint Madame Fournier, la femme du commerçant, et emménagea dans la belle maison de 3 étages qui faisait la fierté de Marcel, celle-là même que nous voyons sur la photographie. Jeanne, restée célibataire, trouva un emploi modeste de secrétaire dans une petite administration et rendait visite à sa sœur chaque dimanche, un rituel immuable, apportant des pâtisseries et écoutant Élise parler de sa nouvelle vie, de ses domestiques, de ses petites tracas de maîtresse de maison. La guerre éclata et la vie sous l'occupation changea radicalement les dynamiques. Marcel, officiellement, continua son commerce, mais officieusement, ses voyages d'affaires devinrent plus fréquents, plus mystérieux. L'argent semblait toujours au rendez-vous, malgré les pénuries, et les officiers allemands étaient parfois vus entrant discrètement dans l'arrière-boutique. Collaboration, marché noir, résistance, nul ne le savait vraiment. Élise, entièrement concentrée sur la gestion de la maison et les difficultés croissantes du rationnement, semblait ignorer, ou choisissait délibérément d'ignorer, les zones d'ombre de son mari. Elle se contentait de sa position, de sa sécurité relative dans un monde qui s'effondrait. Elle avait ce qu'elle avait toujours voulu. Jeanne, cependant,
voyait les choses différemment. Lors de ses visites dominicales, elle voyait la tension chez Marcel, les regards furtifs, la sueur sur son front lorsqu'une voiture s'arrêtait devant la maison. Elle voyait aussi le dédain croissant de Marcel pour les préoccupations superficielles de sa femme. Ce fut au cœur de l'hiver 1942, une après-midi glaciale, l'air lourd des couvre-feux. Jeanne était venue apporter des denrées qu'elle avait difficilement obtenues au marché noir à sa sœur. Mais elle trouva la maison étrangement silencieuse. Élise était partie chez une voisine, une de ses réunions sociales futiles. Seul Marcel était là, dans son bureau au rez-de-chaussée, le visage fermé, une bouteille de cognac entamée sur la table. Il était différent de l'homme public, du mari affable. Il semblait brisé, fatigué de jouer un rôle. C'est là, dans le silence de cette maison froide, qu'il parla pour la première fois. Pas de ses affaires, pas de la guerre, mais de sa solitude. Il parla de son mariage avec Élise. Un mariage de convenance, d'apparence. Il parla de son admiration pour l'esprit de Jeanne, pour sa force tranquille, pour la façon dont elle voyait le monde sans phare, sans les illusions dont s'entourait sa sœur. Jeanne, qui avait passé toute sa vie à être invisible, fut soudainement et dangereusement vue. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais une lente et inévitable combustion. D'abord des conversations secrètes dans le bureau, pendant qu'Élise était à l'étage. Puis des rencontres furtives dans un petit café près de la Saône, sous prétexte de discuter des comptes de la boutique, où Jeanne avait commencé à aider, utilisant ses compétences de secrétaire. Marcel lui confiait ses peurs, ses doutes sur les arrangements qu'il devait faire pour survivre, les compromis moraux qui le rongeaient. Jeanne, elle, trouvait enfin quelqu'un qui ne la voyait pas comme la sœur d'Élise, mais comme elle-même, comme une femme intelligente et profonde. La ligne fut franchie lors d'une alerte à la bombe où ils se retrouvèrent terrifiés dans la cave de la boutique, dans le noir, pendant des heures. Ce fut une relation née non pas de la passion flamboyante, mais de la peur partagée, de la solitude et d'une compréhension mutuelle de ce que c'était que de vivre une vie de faux-semblants. Pendant 3 ans, le secret s'installa. 3 ans où Jeanne dînait chez sa sœur le dimanche, regardant Élise se plaindre des difficultés du quotidien, tout en sachant qu'elle-même avait passé l'après-midi précédent dans les bras de son mari. 3 ans de culpabilité sourde, mais aussi d'un sentiment intense d'exister enfin. Puis vint la libération, et avec elle, le chaos. Et enfin, la mort soudaine de Marcel. Pas un acte de guerre, pas une exécution pour collaboration, mais une chose banale et cruelle. Une crise cardiaque, seule dans son bureau, en cet octobre 1945. Ce qui nous ramène à cette photographie. Élise, sur le perron, pleure l'homme qu'elle croyait connaître, le pilier de sa vie, le garant de sa sécurité financière. Elle pleure son statut de Madame Fournier, et Jeanne, dans l'ombre, est pétrifiée. Elle ne pleure pas seulement l'homme qu'elle a aimé en secret, le seul qu'il ait jamais vraiment vu. Elle est aussi la gardienne d'un secret encore plus explosif, celui que Marcel lui a révélé 1 semaine avant de mourir, en lui faisant signer un document dans le bureau d'un notaire. « Si quelque chose m'arrive, lui avait-il dit, c'est toi qui dois être protégée, pas elle. Élise aura la réputation, le nom, mais toi, tu auras la maison, tu auras ta sécurité. » À cet instant précis, capturé par l'appareil photo, Jeanne sait que la maison où sa sœur reçoit les condoléances ne lui appartient déjà plus. Elle lui appartient à elle. La porte en chêne lourd s'est refermée sur le dernier invité endeuillé. Le silence qui s'est abattu sur la maison était plus assourdissant que les pleurs et les murmures des heures précédentes. L'odeur des lys blancs, entêtante, presque funèbre, emplissait le vestibule. Élise, sa façade de veuve stoïque s'effondrant enfin, s'est affalée sur le canapé de velours du salon, le corps secoué de sanglots secs et épuisés. Elle pleurait l'homme, mais elle pleurait aussi la fin de sa vie telle qu'elle la connaissait. Elle pleurait son statut, sa sécurité, l'ordre de son univers bourgeois que Marcel avait si méticuleusement construit autour d'elle. Jeanne, elle, restait debout près de la cheminée éteinte, les mains jointes si fermement que ses jointures en étaient blanches. Elle observait sa sœur, une vague de pitié se mêlant à une culpabilité si profonde qu'elle avait du mal à respirer. Chaque larme d'Élise était un reproche silencieux. Comment pouvait-elle consoler sa sœur, alors qu'elle était la cause d'une trahison encore plus grande que celle de la mort elle-même ? Comment pouvait-elle dire « tout ira bien » alors qu'elle savait que rien n'irait plus jamais bien ? « Il est parti, Jeanne », murmura Élise dans le tissu du canapé. « Il m'a laissé. Qu'allons-nous devenir ?» C'était une question rhétorique, un cri de désespoir. Mais pour Jeanne, elle était d'une précision chirurgicale. Jeanne savait exactement ce qui allait se passer. Elle savait que dans le bureau de Maître Valette, le notaire de famille, un document scellé attendait, un document qui ferait d'elle
l'ombre, la maîtresse de tout cela. La maison, les meubles, les comptes, tout. « Nous allons y arriver, Élise, » répondit Jeanne, sa propre voix lui semblant venir de très loin, étrangement calme. « Tu es forte. Nous sommes fortes. » Elle se dirigea vers la cuisine, un automatisme. Elle mit de l'eau à bouillir pour un thé, le geste familier de la sœur cadette, celle qui s'occupe, celle qui gère. Mais alors qu'elle tenait la théière en porcelaine, elle regarda ses propres mains. Ses mains avaient touché Marcel avec amour. Ses mains tenaient désormais la clé de la dépossession de sa propre sœur. La maison elle-même semblait la regarder. Chaque objet que son regard croisait était un rappel de son secret. Le lourd buffet en noyer dans la salle à manger, qu'Élise avait toujours détesté, mais que Marcel avait refusé de changer. La collection de pipes de Marcel sur la cheminée. Et puis, il y avait le bureau, le sanctuaire de Marcel, la pièce où leur liaison avait commencé, la pièce où il était mort. C'était là que se trouvait le coffre-fort, dissimulé derrière un tableau de paysage terne. Et Jeanne avait la clé. Pas la clé du coffre-fort lui-même, mais la petite clé en laiton de la boîte à documents à l'intérieur, où Marcel gardait ses papiers personnels. Si jamais, lui avait-il dit, il y a à peine 2 semaines, alors qu'ils étaient assis dans ce même bureau, le crépuscule enveloppant la pièce. Il avait eu l'air fatigué, plus âgé que ses 50 ans. « Si jamais quelque chose m'arrive, Jeanne, je veux que tu saches que tout est réglé. J'ai parlé à Valette. Il a les instructions. Ce que j'ai construit, je ne l'ai pas construit pour elle. Élise sait comment dépenser, elle ne sait pas comment préserver. C'est toi qui as l'esprit pratique. C'est toi qui vois le monde. » Il avait pris sa main. « C'est toi que j'ai aimé. » Ces mots résonnèrent dans sa tête alors qu'elle apportait la tasse de thé fumante à Élise. Sa sœur s'était redressée, les yeux rouges et gonflés. « Le notaire, » dit soudain Élise, comme si elle lisait dans ses pensées, mais d'une manière totalement différente. « Il faudra appeler Maître Valette demain, pour la succession. La boutique, mon Dieu. » La boutique. Marcel s'occupait de tout. Je ne sais même pas où sont les livres de comptes. Elle regarda Jeanne, son regard devenant soudain suppliant, dépendant. « Tu m'aideras, n'est-ce pas, Jeanne? Tu as toujours été si douée pour les chiffres, pour l'organisation. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Jeanne sentit le piège se refermer. Aider Élise à gérer la succession, c'était la guider vers sa propre ruine. Chaque acte de gentillesse, chaque minute passée à l'assister, n'était qu'une facette de plus du mensonge. « Bien sûr, Élise, bien sûr que je t'aiderai, » dit-elle. « Je vais aller voir dans le bureau. Peut-être que les livres de comptes sont sur sa table. » Laisser Élise dans le salon fut un soulagement. Franchir le seuil du bureau de Marcel fut une torture. L'odeur était encore là, un mélange de tabac à pipe, de vieux papiers et de l'eau de Cologne qu'il portait. C'était sa pièce, mais c'était aussi la leur. Et maintenant, c'était la sienne. Elle s'avança lentement, n'osant toucher à rien. Le fauteuil en cuir était encore tourné vers la fenêtre. Sur le bureau, une pile de factures, son encrier et la dernière lettre qu'il avait commencée. Elle la lut. Le cœur battant. C'était une simple commande à un fournisseur de tissus. La banalité de la chose était poignante. Elle ouvrit le premier tiroir. Des papiers d'affaires, bien sûr. Elle trouva les grands livres de comptes, exactement là où Marcel lui avait dit qu'il serait. Elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait dû. Mais son regard fut attiré par le tableau. Le paysage terne. Derrière lui, le disque métallique du coffre-fort. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir. Elle savait ce qu'il y avait dedans. Une copie du testament, l'acte de propriété de la maison. Et une enveloppe séparée, adressée à elle, Jeanne. Elle resta là, immobile, pendant ce qui lui sembla une éternité. Une partie d'elle voulait fuir, quitter cette maison, laisser le testament pourrir dans le coffre, laisser Élise à son illusion. Mais la promesse faite à Marcel la retenait. « Ne la laisse pas tout gâcher, Jeanne. Prends ce qui te revient. » Vie, c'était son héritage. Non pas la maison, mais le fardeau du choix. Elle prit une profonde inspiration, repoussa la tentation d'approcher du coffre et saisit fermement les livres de comptes. Elle retourna dans le salon, le masque de la sœur cadette serviable solidement remis en place. « Je les ai trouvés, » dit-elle d'une voix neutre. Élise soupira de soulagement. « Oh, merci, Jeanne. Tu es mon rocher. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu resteras ici cette nuit. N'est-ce pas, dans la chambre d'amis. Je ne supporte pas d'être seule dans cette grande maison. » Jeanne déglutit. La chambre d'amis. Dormir sous le toit qui lui appartenait, en tant qu'invitée, tandis que sa sœur pleurait l'homme qu'elles avaient toutes deux aimé, dans la chambre conjugale. Le drame ne faisait que commencer. « Oui, Élise, » dit-elle, « je resterai. » Jeanne s'éveilla dans la chambre d'amis. La lumière matinale, filtrant à travers les rideaux de dentelle, lui parut hostile, étrangère. C'était le 3e jour qu'elle passait dans cette maison, et chaque heure était une torture. Elle était une usurpatrice dormant sous le toit qui lui appartenait, une invitée dans sa propre demeure. En bas, elle entendit Élise s'affairer, le tintement d'une tasse contre sa soucoupe, le bruit d'un tiroir qu'on ouvre. La banalité de la vie qui reprenait son cours était une insulte au drame qui se jouait en silence. Le rendez-vous chez Maître Valette était fixé à 14 heures, plus que quelques heures avant que le monde d'Élise ne s'effondre et que le sien ne bascule irrévocablement. Elle s'habilla, choisissant la robe la plus simple, la plus neutre. Elle se sentait déjà en deuil, mais pas de Marcel. Elle était en deuil de sa vie d'avant, de l'innocence perdue,
de la relation simple qu'elle avait autrefois eue avec sa sœur, avant que l'amour et le mensonge ne viennent tout compliquer. Ces 3 jours avaient été un supplice d'intimité étouffante. Élise, dans sa détresse, s'accrochait à elle comme à une bouée de sauvetage. « Je ne peux pas affronter ces affaires seule », avait-elle déclaré la veille, la voix brisée. Elles avaient donc dû s'attaquer au bureau, pas en tant que veuve et sœur, en tant que veuve et maîtresse. Ce fut Jeanne, la douée pour les chiffres, celle à l'esprit pratique, qui dut trier les papiers du bureau. Chaque facture, chaque lettre qu'elle touchait était un souvenir partagé avec Marcel, un fragment de leur vie secrète. Élise, assise sur le fauteuil de son mari défunt, regardait le désordre avec des yeux vides, puis prenait un registre au hasard, soupirait et le tendait à Jeanne. « Je n'y comprends rien. Heureusement que tu es là. Tu t'occupes de tout ça pour moi, n'est-ce pas? Que ferais-je sans toi ?» Jeanne hochait la tête, l'estomac noué par l'acide de la culpabilité. Elle devait rester calme, méthodique. Mais ses mains avaient un peu tremblé quand elle avait ouvert le tiroir du bas, celui que Marcel gardait toujours fermé à clé. Elle avait sa propre clé, celle qu'il lui avait donnée, mais Élise avait trouvé le double sur le trousseau principal de Marcel. « Voyons ce qu'il cachait là-dedans », avait dit Élise avec une tentative de sourire mélancolique. Jeanne savait ce qu'il y avait. Son cœur battait à se rompre. À l'intérieur, sous une pile de vieux contrats, il y avait un petit paquet enveloppé de papier de soie, un foulard, bleu profond, de la soie la plus fine de Lyon. « Oh !» dit Élise en le prenant. « Comme c'est étrange. Il a dû acheter ça pour mon anniversaire. Il a oublié de me le donner. » Jeanne se figea. Elle n'avait pas oublié. Elle avait admiré ce foulard dans la vitrine d'une boutique, 1 semaine seulement avant la mort de Marcel. Il l'avait vu le regarder. C'était pour elle. Elle regarda sa sœur serrer le tissu contre sa joue, trouvant du réconfort dans un cadeau qui ne lui était pas destiné. « Il était si attentionné, » murmura Élise. Jeanne détourna le regard, la gorge serrée. « Oui, mentit-elle, il l'était. » Le soir, épuisée par le poids de ses propres mensonges, Jeanne s'asseyait dans le salon pendant qu'Élise parlait. Elle planifiait son avenir de veuve, un avenir construit sur un sol qui allait bientôt s'ouvrir sous ses pieds. « Il faudra vendre la boutique, bien sûr, » disait-elle, enroulée dans un plaid sur le canapé, fixant la cheminée éteinte. « Je ne saurais jamais la gérer comme Marcel, c'est trop compliqué pour une femme seule. Mais nous nous en sortirons, nous avons la maison, c'est notre sécurité. » Elle se tourna vers Jeanne, un faible sourire se dessinant sur son visage fatigué. « C'est une grande maison, Jeanne. Vraiment trop grande pour moi maintenant, tu sais. Peut-être que tu pourrais emménager ici, définitivement. Pourquoi payer un loyer pour ton petit appartement? Nous serions bien, toutes les deux, 2 sœurs, ensemble. » Le sang de Jeanne se glaça. Élise, dans son chagrin et son ignorance, lui offrait l'aumône d'une chambre dans la maison, qui dans quelques heures lui appartiendrait légalement. L'ironie était si cruelle, si tranchante, qu'elle lui coupa le souffle. « Nous verrons, Élise, » parvint-elle à articuler, sa voix rauque. « Attendons de voir ce que dit maître Valette. Ne faisons pas de plan trop vite. » Maintenant, l'heure était venue, 13h30. Jeanne descendit l'escalier. Élise l'attendait dans le vestibule. Elle avait mis son plus beau manteau noir, son chapeau voileté. Elle redevenait Madame Fournier, l'héritière, prête à recevoir ce qui lui était dû, à entendre la confirmation officielle de sa position. Jeanne, elle, se sentait vide. Elle avait l'impression d'être une condamnée marchant vers l'échafaud, ou peut-être vers son couronnement. Les deux étaient aussi terrifiants l'un que l'autre. Elles marchèrent en silence dans les rues de Lyon, encore marquées par les cicatrices de la guerre. Le bruit de leurs talons sur les pavés était le seul son entre elles. En approchant de la place Bellecour, Élise s'agrippa à son bras. Sa main gantée tremblait. « Je suis si nerveuse, Jeanne. J'ai juste hâte que ce soit fini. J'ai hâte de rentrer à la maison. » Jeanne regarda le profil de sa sœur, son visage si pâle, si vulnérable sous la voilette. Elle pensa à Marcel, à sa promesse, à ses derniers mots. « Prends ce qui te revient. Vis. » Elle resserra son emprise sur le bras d'Élise. « Ce sera bientôt fini, » dit-elle. C'était la seule vérité qu'elle pouvait offrir. Elles poussèrent la lourde porte de l'étude. L'odeur de cire à cacheter, de poussière et de vieux dossiers les frappa. Maître Valette, un homme petit et sec, les attendait dans son bureau sombre. Il ne souriait pas. Il ne montrait aucune émotion. Il les fit asseoir sur des chaises rigides, face à son bureau massif. Il y eut un long silence tandis qu'il ajustait ses lunettes, puis il posa ses mains pâles sur un document unique, scellé de rouge. « Mesdames, commença-t-il, sa voix neutre résonnant dans le silence de mort, nous sommes ici pour la lecture du testament de Monsieur Marcel Fournier, daté du 12 août 1945. L'air dans le bureau de maître Valette était si rare qu'il semblait impossible de respirer. Le tic-tac d'une horloge de parquet, quelque part dans le couloir, résonnait comme un marteau. Élise était penchée en avant sur sa chaise, ses mains gantées crispées sur son sac à main. Elle attendait la confirmation que son monde, bien qu'ébranlé, était toujours intact. Elle attendait d'être officiellement reconnue comme la veuve de Marcel Fournier, la maîtresse de la maison, la propriétaire de la boutique. C'était l'ordre des choses. C'était son dû. Jeanne
À côté d'elle, avait l'impression que le sol en bois s'ouvrait sous ses pieds. Elle fixait un poing sur le bureau du notaire, un encrier en éteint, et s'y accrochait comme à une ancre pour ne pas s'évanouir. Elle sentait le regard d'Élise sur elle, un regard bref, cherchant du réconfort, et elle n'osait pas le croiser. Le moment était venu. Maître Valette se racla la gorge, un son sec dans le silence pesant. « J'ai ici », commença-t-il, sa voix monotone ne trahissant aucune émotion. Le testament holographe de M. Marcel Fournier, rédigé et signé de sa main. Il est daté, comme je l'ai dit, du 12 août 1945 et a été déposé en cette étude le 13 août. Il annule et remplace toutes dispositions antérieures. Il brisa le seau de cire rouge. Le bruit du papier qu'on déplie fut incroyablement fort. Élise se redressa, tendant l'oreille. « Je sous-signais, Marcel Étienne Fournier, saint de corps et d'esprit », commença le notaire. Il passa les premières clauses, les dispositions habituelles pour les funérailles, le paiement des dettes. Puis il arriva au legs particulier. Article 1. Je lègue à monsieur Robert Perrin, mon commis de magasin depuis 20 ans, la somme de 50 000 francs, en reconnaissance de ses loyaux services. Élise hocha la tête, un geste magnanime. « Bien, murmura-t-elle, c'est juste. Robert est un homme bon. » Jeanne ferma les yeux. Elle pouvait sentir son propre pouls battre dans ses tempes. Elle récitait dans sa tête les mots de Marcel. « C'est toi qui dois être protégée. » Pas elle. Elle se sentait comme une criminelle, une traîtresse. Maître Valette continua. Article 2. Je lègue à l'orphelinat de la Croix-Rousse la somme de 20 000 francs. Il y eut une pause infime, mais qui s'étira comme une éternité. Le notaire leva les yeux de son document pour la première fois. Il regarda Élise, puis son regard glissa vers Jeanne, et s'y attarda une fraction de seconde de trop. Jeanne sentit ce regard comme une brûlure. Et enfin, dit Maître Valette, article 3. Concernant l'intégralité de mes biens restants, incluant mais ne se limitant pas à ma résidence principale, 6 au 14 rue de l'Annonciade, son contenu, meubles et effets personnels, ainsi que la totalité de mon fonds de commerce, tissu Fournier et tous les comptes bancaires associés. Le souffle d'Élise était suspendu. C'était le moment. Jeanne cessa de respirer. Le notaire reprit. Je lègue l'entièreté de ces biens, en pleine et entière propriété, à mademoiselle Jeanne Dubois, ma belle-sœur. Le silence. Un silence absolu, total, plus lourd que le deuil. Puis, Élise laissa échapper un petit rire, un son aigu, nerveux, complètement déplacé. « Pardon, maître » dit-elle, secouant la tête comme pour chasser une mouche. « J'ai dû mal entendre. Vous avez dit « Jeanne » C'est absurde. Il y a une erreur dans le nom. Il voulait dire « Élise ». Évidemment. Elle se tourna vers sa sœur. « N'est-ce pas ridicule, Jeanne ?» Une erreur de frappe, mais elle s'arrêta. Elle vit le visage de Jeanne. Jeanne n'avait pas bougé. Elle était d'une pâleur de cire, et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle ne regardait pas le notaire, elle regardait sa sœur. Et dans ce regard, Élise lut la vérité avant même que le notaire ne puisse la confirmer. « Madame Fournier, » dit Maître Valette, sa voix soudain empreinte d'une pitié froide. « Il n'y a aucune erreur. Le testament est très clair, et il est rédigé de la main de votre mari. À mademoiselle Jeanne Dubois, ma belle-sœur, l'acte est valide et incontestable. » Le visage d'Élise se transforma. La confusion, le chagrin, tout fut balayé par une vague de fureur glaciale. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle se tourna lentement, très lentement, vers Jeanne. Le mouvement était mécanique, comme celui d'une poupée. « Toi » le mot fut un murmure, un souffle empoisonné. « Qu'est-ce que cela veut dire ? Jeanne, dis-moi que c'est un mensonge. Dis-moi que tu ne savais pas. » Mais le silence de Jeanne, ses larmes, était un aveu plus bruyant que n'importe quel cri. Élise se leva d'un coup, sa chaise raclant violemment le parquet. « Tu savais !» Ce ne fut pas une question, mais une accusation. La compréhension frappa Élise comme un éclair. Ce n'était pas seulement la maison, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas une lubie de Marcel, c'était tout. « Mon mari !» siffla Élise, et le mot « mon » était une lame. Ce n'était pas seulement la maison, c'était lui, n'est-ce pas ? Elle s'avança vers Jeanne, qui restait pétrifiée sur sa chaise, dans mon dos, dans ma propre maison, pendant que je te servais le thé, pendant que tu m'aidais à trier ses affaires. Elle attrapa le bras de Jeanne, ses doigts s'enfonçant dans la chair. « Combien de temps » hurla-t-elle, le vernis de la dame bourgeoise volant en éclats. « Combien de temps as-tu couché avec mon mari ?» Jeanne leva enfin les yeux vers sa sœur, son visage ravagé par une douleur insondable, une douleur qui reflétait celle d'Élise, mais la tordait en quelque chose d'autre, la culpabilité de la survivante. « 3 ans » murmura-t-elle, la voix brisée. 3 ans. Élise la lâcha comme si elle venait de toucher quelque chose de répugnant. Elle la regarda une dernière seconde, non plus avec colère, mais avec un dégoût total, un vide infini. Elle ne voyait plus sa sœur. Elle voyait une étrangère, une voleuse, la femme qui avait tout pris. Sans un mot de plus, Élise Fournier se détourna, ouvrit la porte du bureau d'un geste sec, et sortit en la claquant si fort que le portrait d'un ancien notaire trembla sur le mur. Jeanne resta seule dans le silence, propriétaire d'une maison, d'une entreprise, et d'une trahison qui venait de lui coûter la seule famille qui lui restait. Jeanne resta seule dans le bureau de Maître Valette pendant de longues minutes. Le notaire, embarrassé, faisait semblant de ranger des dossiers.
le silence n'étant rompu que par le froissement du papier et le tic-tac de l'horloge. Il avait été le témoin de l'explosion, l'exécuteur d'une volonté qui venait de détruire une famille. « Mademoiselle Dubois, dit-il enfin, sa voix professionnelle reprenant le dessus, il y a des documents à signer pour le transfert de propriété et pour la boutique. Il faudra prendre des dispositions. » Jeanne leva les yeux. Ils étaient secs maintenant. Les larmes de culpabilité avaient été remplacées par le vide glacial de la réalité. Elle était propriétaire. Elle avait ce que Marcel avait voulu pour elle, la sécurité. Mais ce mot avait un goût de cendre. Elle signa les papiers là où il le lui indiquait, sa main se déplaçant avec une précision mécanique, sa signature semblant appartenir à une autre femme. Le retour aux 14 rue de l'Annonciade fut la plus longue marche de sa vie. Elle n'était plus Jeanne Dubois, la sœur cadette, l'ombre discrète. Elle était la nouvelle propriétaire. Elle était la maîtresse. Elle sentait le poids du regard des commerçants derrière leurs vitrines, des voisins qui écartaient leurs rideaux. La nouvelle avait dû voyager plus vite qu'elle, portée par la fureur d'Élise. Elle arriva devant la porte en chêne. Sa main trembla en cherchant la clé dans son sac. La clé que Marcel lui avait donnée au cas où, la clé de leur rencontre secrète. Elle l'inséra dans la serrure. Ce n'était plus une clé volée. C'était la sienne. La porte s'ouvrit sur une scène de chaos. Le vestibule, si impeccable quelques jours plus tôt, était jonché d'objets. Une valise éventrée gisait au pied de l'escalier. Un vase en porcelaine, un cadeau de mariage, était brisé en 1000 morceaux contre le mur. Élise était là. Elle n'était pas partie. Pas encore. Elle était dans le salon. Mais ce n'était plus la veuve accablée de la photographie. C'était une furie. Une femme dépouillée de tout. Et donc de toute retenue. Elle avait un cadre photo à la main. « Te voilà », cracha-t-elle, sa voix rauque. « Venue inspecter ton nouveau royaume, voir ce que ton travail t'a rapporté ?» Elle lança le cadre contre la cheminée. Le verre vola en éclats, révélant la photo de mariage de Marcel et Élise, désormais balafrée. « Élise !» commença Jeanne, sa voix à peine un murmure. « Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer ?» Élise éclata d'un rire terrible, un son sans joie. « Expliquer quoi ? Les 3 ans, les dimanches où tu t'asseyais à ma table, mangeant ma nourriture, souriant à mon mari, pendant que tu le souillais, pendant que tu me regardais, moi, la pauvre idiote aveugle. » Elle s'avança vers Jeanne, ses yeux brûlants de haine. « Tu as toujours tout voulu. Tu étais jalouse. Jalouse de moi, de ma maison, de mon mariage. Tu n'étais rien, Jeanne, l'ombre, la petite sœur sans visage. Et tu t'es glissée comme un serpent. » « Ce n'était pas comme ça, » dit Jeanne, trouvant enfin une étincelle de défense. Non pas pour elle, mais pour lui. « Il n'était pas heureux. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne voyais que les apparences, l'argent, la façade. Et toi, qu'as-tu vu ?» rétorqua Élise, la gifle arrivant sans prévenir. Une claque sèche, sonore, qui fit résonner la tête de Jeanne. « Tu as vu un homme marié, mon mari, et tu l'as pris. Et maintenant, tu as pris ma maison. »« Je ne la veux pas, » cria Jeanne, les larmes lui montant enfin aux yeux. « Je ne veux rien de tout ça. Je le voulais. » Lui, ce fut l'aveu final. L'aveu que ce n'était pas une prédation matérielle, mais une trahison du cœur, ce qui était 1000 fois pire. Élise recula, comme si elle avait reçu un coup physique. Son visage se figea, la colère disparut, remplacée par un vide polaire. « Alors garde-la, » dit-elle d'une voix blanche, morte. « Garde cette maison, garde son bureau, garde ses dettes et ses secrets. Tu l'as voulu, tu l'as eu. » Elle attrapa son manteau sur une chaise. Elle prit la seule valise qui était encore intacte. Elle marcha vers la porte, puis se retourna une dernière fois, se tenant exactement à l'endroit où elle était sur la photographie, dans l'ombre du vestibule. « J'espère qu'un jour tu te sentiras aussi seule dans cette grande maison que moi je me sentais à côté de lui. Adieu, mademoiselle Dubois. » La porte se referma. Cette fois, ce fut sans violence. Un simple clic, définitif. Jeanne resta immobile. Le silence de la maison était assourdissant. Elle était propriétaire de tout ce qu'elle voyait. Le canapé de velours, le tapis perçant, les éclats de verre sur le sol. Elle monta lentement l'escalier, chaque marche grinçant sous son poids. Elle entra dans la chambre conjugale, qu'elle n'avait jamais vue. Elle était vide, les draps arrachés du lit, les armoires ouvertes. Puis elle alla dans le bureau de Marcel, leur sanctuaire. L'odeur de tabac et d'eau de Cologne flottait encore. Elle s'assit dans son grand fauteuil en cuir. Il était encore chaud de la présence d'Élise, ou peut-être était-ce juste son imagination. Elle posa ses mains sur le bois du bureau. Elle avait gagné, elle avait la sécurité. Mais elle était plus seule, plus exposée, et plus terrifiée qu'elle ne l'avait jamais été dans son petit appartement d'ouvrière. La veuve était partie, et l'amante avait pris sa place, non pas en triomphe, mais en pénitence. Les années passèrent. La poussière du scandale retomba, mais ne disparut jamais tout à fait. Jeanne Dubois n'a jamais vendu la maison du 14 rue de l'Annonciade. Elle n'a pas non plus vendu Tissu Fournier. Elle a fait exactement ce que Marcel avait prédit et ce qu'Élise n'aurait jamais pu faire. Elle a géré l'héritage. Elle, l'ombre, la sœur cadette, celle qui avait l'esprit pratique. La maison, qui avait été le théâtre de sa trahison et de sa confrontation, est devenue sa forteresse, et par moments, sa prison. Les premières années furent d'une solitude insondable. Chaque grincement du parquet lui rappelait la fureur d'Élise. Chaque regard dans le miroir du vestibule lui renvoyait l'image de la voleuse. Elle vivait avec les fantômes de son amour perdu,
et de sa sœur perdue. Mais à la boutique, elle a trouvé un but. Elle a dû apprendre vite. Elle a affronté les fournisseurs méfiants, les employés qui la regardèrent de travers, les clientes qui chuchotaient derrière leurs éventails. Mais Jeanne avait quelque chose qu'Élise n'avait jamais eu. Elle avait connu le manque et elle avait l'endurance de ceux qui n'ont jamais rien eu. Elle, la sœur d'Élise, l'invisible, est lentement devenue Madame Jeanne, une figure respectée, presque redoutée, du commerce lyonnais. Elle a fait prospérer l'entreprise, utilisant l'intelligence que Marcel avait été le seul à reconnaître, la transformant en quelque chose qui lui appartenait vraiment, non par héritage, mais par travail acharné. Elle n'a jamais épousé, elle n'a jamais eu d'enfant. La grande maison est restée silencieuse. Ses pièces remplies non pas de rires de famille, mais de rouleaux de soie et de livres de comptes méticuleusement tenus. Elle a trouvé sa sécurité, comme Marcel le voulait, mais elle l'a payé du prix de l'amour et de la famille. Et Élise a disparu. Fidèle à son orgueil, elle a quitté Lyon le jour même, emportant sa valise et sa haine comme seul bien. Elle a coupé tout lien. Pour le reste de Lyon, elle s'était évaporée, une veuve dépossédée qui avait choisi l'exil plutôt que l'humiliation. Les deux sœurs, qui avaient grandi dans la même chambre, ne se sont jamais revues. La trahison de Jeanne était une chose, le fait qu'elle ait été l'amante secrète en était une autre, mais le fait que Marcel l'ait choisie, elle, pour préserver son héritage, était l'insulte finale, celle qu'Élise ne pouvait pardonner. Jeanne, dans sa vieillesse, a souvent pensé à elle, se demandant si Élise avait trouvé la paix, ou si elle était morte aussi pauvre qu'elle avait toujours craint de l'être. Jeanne est morte seule, dans la grande maison, à un âge avancé, laissant la boutique prospère à ses employés. Elle a vécu une vie entière sous le poids de ce choix fait en 1945. Avec le temps, elle a compris la véritable nature de Marcel. Un homme qui l'aimait, oui, mais aussi un lâche qui n'avait pas osé affronter sa femme de son vivant et qui avait utilisé son testament comme une arme posthume, laissant les deux femmes de sa vie se déchirer pour les restes. Regardons une dernière fois cette photographie. Au début de notre histoire, nous voyons une image simple, une veuve tragique, Élise, au centre, et sa sœur dévouée, Jeanne, dans l'ombre. Maintenant, nous voyons la vérité écrasante. Nous voyons Élise pleurant non seulement son mari, mais aussi la fin de sa sécurité, quelques minutes avant d'apprendre que tout ce qu'elle voyait autour d'elle ne lui appartenait déjà plus. Et nous voyons Jeanne. Elle n'est pas dans l'ombre du deuil. Elle est dans l'ombre de son propre avenir. Elle est pétrifiée, non par la mort, mais par la vie qui l'attend. Elle est la gardienne d'un secret qui est sur le point d'exploser. Cette photographie ne capture pas une fin. Elle capture le moment précis et brutal d'un transfert de pouvoir, le moment où une femme a tout perdu et où l'autre a été enchaînée à jamais à son gain. L'héritage de Jeanne n'était ni la pierre ni l'argent. C'était la leçon que la sécurité obtenue par une trahison est la plus lourde des chaînes. Elle est devenue l'héroïne invisible de sa propre vie, non pas en trouvant un amour parfait, mais en survivant à son coup dévastateur et en construisant quelque chose à partir des ruines. Chaque histoire que nous sauvons de l'oubli nous pose des questions sur nous-mêmes. Premièrement, combien de secrets pensez-vous qu'une vieille photo de votre propre famille pourrait cacher? Deuxièmement, qui était le véritable antagoniste dans cette histoire? Marcel, qui a menti aux deux, Jeanne, qui a trahi sa sœur, ou Élise, qui a épousé par intérêt sans jamais vraiment voir son mari. Et enfin, si vous étiez Jeanne, auriez-vous accepté l'héritage, sachant qu'il vous coûterait votre seule famille? Si vous avez regardé jusqu'ici et compris le poids du choix de Jeanne, commentez le mot secret, héritage. Cela nous montre que vous avez vu la vérité cachée dans l'ombre de la photographie. Notre mission est de continuer à trouver ces héros invisibles. Votre soutien est essentiel. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo, et partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre cette leçon. Et s'il vous plaît, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour découvrir un autre secret oublié qui attend d'être révélé. Merci d'avoir regardé.